Salut à tous, bon après-midi, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans votre émission Omnisport, la messe du sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs. Et c'est toujours un régal de vous retrouver sur ce plateau 90 minutes, le temps d'un match de football. Aujourd'hui, on a au moins 4 thèmes sur lesquels nous allons revenir. Premièrement, on va revenir sur la 18e édition du Tour cyclisme international du Cameroun. On va un tout petit peu faire le bilan et puis regarder derrière la performance des cyclistes camerounais. Et en deux, on va parler de la FECA Foot. Et évidemment, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a fait une visite éclair du côté de Bafoussam. Il a rencontré certains acteurs du football de ce côté de la Ligue régionale de football de l'Ouest. On va revenir là-dessus. On va également parler du championnat d'élite. Eh bien oui, les résultats sont connus pour la plupart. On s'achemine vers les playoffs et les playdowns également. Donc, et puis, on va parler de tout ce qui n'a pas marché pour certains clubs qui sont relégués, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pour ceux qui vont aller au playoff, ben, qu'est-ce qui a véritablement marché, qu'est-ce qui a fait la différence entre ces différents clubs-là. Et puis on va faire un clin d'œil, évidemment. On sait que les Lions vont croiser le fer tout à l'heure à 18 h au stade Bépanda, au stade Omnisport, de la réunification de Bépanda, avec la sélection sénégalaise. On va faire un clin d'œil là-dessus, et sachant évidemment qu'après cette émission, on va débriefer de cette rencontre-là, et on va la vivre en direct sur les antennes de Dash Media. Et donc voilà, messieurs, le décor, le statut de cette émission. Alors j'ai à ma droite quelqu'un qu'on ne présente plus d'ailleurs. Il est consultant sportif de haut vol. Il est toujours avec sa Kengol. Lui, c'est Georges Rim. Bon après-midi, Georges. Bon après-midi, Kousti. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. Voilà. Et puis à ma gauche, lui également, on ne le présente plus. Il est journaliste sportif. Il est un habitué de ce plateau. Il est notre collègue, c'est Giresse Ngaptua. Bon après-midi, Giresse. Bon après-midi, Kousti Sanders. Bon après-midi également au grand frère Georges Rim. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec lui, avec vous également. Ouais. Et j'espère que les 90 minutes qui seront à l'honneur, il n'y aura surtout pas de carton rouge. Oui, justement. On espère qu'il n'y aura surtout pas de carton rouge. C'est vrai qu'on attend également quelqu'un ici, et pas de moins, Damien Tekou. Voilà, lui, c'est Moto Tour Info, parce qu'on parle du Tour cyclisme international du Cameroun, quand même, la 18e édition. Et donc, il est de bonne loi qu'on reçoive quelqu'un qui a vécu cet événement-là de bout en bout, les 8 étapes de bout en bout. Et donc, on attend, on espère qu'il sera là d'un moment à l'autre. Et donc, parlons-y, messieurs, la 18e édition du Tour cyclisme international du Cameroun, c'est donc achevé. Et donc, il y a eu ce qu'il y a eu. Le Rwanda a participé à cette édition et le Rwanda a remporté l'édition de cette année. Il s'appelle exactement Moïse Mogusha. Voilà, c'est lui qui a remporté cette 18e édition du Tour cyclisme international du Cameroun le 12 juin 2022. Au bout de 8 étapes, il s'est adjugé justement le maillot jaune devant le Bulgare Jordan Andreuf et du Camerounais Artus Tella, qui était l'un des meilleurs Camerounais, les Camerounais les plus en vue dans cette compétition. Et il faut également rappeler que l'équipe du Rwanda également a terminé première de la compétition, derrière évidemment le Maroc et SNH du Cameroun. Je voudrais, messieurs, avant qu'on ne se revienne, je voudrais d'abord qu'on prenne un mot de chacun, et puis après on va aller écouter le discours ou le mot de fin du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele Kombi. D'abord, Georges Rim. Le Tour cyclisme a démarré, on a eu 8 étapes, le Cameroun est sorti 3e individuel, 3e également collectif. Oui, on ne va pas cracher sur cette 3e place, qu'elle soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif, mais personnellement, je pense qu'on pourrait éprouver quelques regrets au regard du potentiel qui était le nôtre et surtout de l'avantage numérique que les Camerounais avaient sur les autres équipes, parce qu'il faut le dire, si vous avez la SNH, si vous avez l'équipe nationale de cyclisme du Cameroun, ça vous fait 2 équipes sous la bannière vert ou jaune, et en nombre, ça vous fait 12 coureurs, contrairement aux autres qui en avaient 6. Donc, et quand on sait qu'en cyclisme, c'est, comme on aime le dire, un pour tous, tous pour un, avec l'avantage du nombre, on aurait pu faire mieux que cette 3e place. Oui. Le maillot jaune était à portée. Voilà, donc, personnellement, je peux regretter que nous n'ayons pas capitalisé sur cet avantage pour mettre à mal les autres équipes. Visiblement,
une équipe a bien géré sa compétition, la SNH, parce que Artus Tela est de la SNH, et la SNH finit troisième équipe. Oui. Je ne sais pas où étaient les coureurs de l'équipe nationale, mais je pense que si toutes les deux équipes s'étaient mises ensemble, Artus Tela aurait pu aller chercher plus loin que la troisième place. Alors, Jérès, vous qui êtes coutumier justement de ce tour cyclisme-là, quand on regarde la performance des Camerounais et on regarde la performance des autres, on s'est dit finalement que le Cameroun pouvait faire mieux. Effectivement, Krusty Sanders, quand vous démarrez une 18e édition comme celle-ci, après avoir remporté les deux premières étapes, pas forcément remporté, après avoir occupé le maillot jaune, après les deux premières étapes, Douala, le critérium, la deuxième étape qui s'est déportée du côté de Yaoundé, je pense que on doit forcément nourrir des regrets. Parce qu'à chaque fois, dès que la troisième étape a eu lieu entre Obala et Dikenemeki, c'est vraiment le tournant de la participation du Cameroun dans ces compétitions-là. Dès la troisième étape, on a carrément perdu tous les espoirs pour récupérer ce maillot jaune. Parce qu'après chaque étape, à partir de la troisième, on était toujours à 5 secondes du maillot jaune dans un premier temps, 10 secondes, 13 secondes, finalement on termine en 33 secondes. Vous voyez que le fossé s'est créé au fur et à mesure qu'on évoluait dans la compétition. Et en plus, vous avez parlé tout à l'heure de l'équipe nationale du Cameroun. Je vous dirais, Krusty Sanders, que c'est une performance, pas performance, mais c'est une participation très ratée pour l'équipe du Cameroun. Le capitaine de cette sélection, Bissa Badoja, a abandonné la course après la 6e étape, Douala Kribi. Pourquoi il a abandonné la course? Parce qu'il y avait justement une chute. Il était justement emballé dans cette chute. Il ne pouvait plus poursuivre la compétition parce qu'il restait encore 2 étapes. Et quand on regarde le classement des coureurs de l'équipe nationale dans ce Tour du Cameroun après les 8 étapes, vraiment, il y a beaucoup à dire par rapport à la préparation, par rapport à l'état d'esprit même qui anime ces différents coureurs. Ce qui contraste véritablement avec les coureurs de la SNH Vélo Club, Damien Tekou. Les espoirs reposaient sur Clovis Kamzon Abosolo pour cette 18e édition. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il termine à la 14e position au niveau du classement général, à plus d'1 minute de retard sur le maillot jaune. Quand vous regardez même les coureurs camerounais qui figurent dans le top 20 de ce classement général, le premier c'est Artus Tela, 3e position. Le deuxième c'est Michel Boris Tentu à la 11e position. Le troisième c'est Clovis Kamzon Abosolo à la 14e position. Et le 16e c'est Rodrigue Koré Nounaoui à la 4e position. L'analyse est simple. Tous ces 4 coureurs évoluent sous les couleurs de la SNH. Donc maintenant, on comprend véritablement où est le problème. Pourquoi ça se confirme ainsi? Parce que la SNH, de son côté, dispose tellement de moyens pour préparer déjà ses coureurs. Encore que le dernier Tour du Bénin, c'est la SNH qui a représenté le Cameroun. Pourtant, on a une sélection du Cameroun. Comment est-ce que la SNH peut représenter un pays? Pourtant, le pays a son équipe même, qu'on appelle équipe nationale du Cameroun. Donc, c'est autant d'interrogations. De l'autre côté, les coureurs de l'équipe du Cameroun, justement, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens de bord. Parce qu'entre ces deux compétitions, le Grand Prix Chantabia, le Tour du Cameroun, il n'y a plus rien véritablement. La fédération ne met pas véritablement de moyens pour préparer physiquement ces coureurs de l'équipe nationale du Cameroun. Pourtant, ces deux événements internationaux disposent tellement des centaines de millions. Il y a de l'argent qui est alloué pour ces deux événements, mais au retour, les performances de l'équipe nationale du Cameroun sont toujours minimes. Moi, je ne vais pas être très dur cet après-midi, parce que voilà un peu près la lecture, dans un premier temps, que je peux faire après cette 18e édition. Donc, si la satisfaction existe du côté de la SNH, parce qu'au moins, ils ont fait les efforts pour terminer sur le podium, même s'il y a encore que Clovis Kamzon Abosolo de son côté qui termine 14e. On comprend qu'il faut passer à autre chose. Il ne peut plus. Il n'a plus les jambes de 20 ans, comme c'était dans le cas dans le passé. Donc, pour me résumer, à l'équipe nationale du Cameroun, il faut essayer de voir véritablement ce qui n'a pas marché et faire un peu mieux pour préparer le Grand Prix cycliste international Chantabia 2028. Parce que dans ces compétitions-là, il faudra que ces coureurs, encore qu'ils étaient 3 jeunes dans l'équipe du Cameroun, 2 qui découvrent la compétition et 1 qui était déjà à sa 2e expérience internationale. Donc il faut préparer mentalement tous ces coureurs pour ces compétitions. Voilà. Alors, oui, Georges, oui. Moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il dit. Je poursuis juste dans la lancée ce que je disais. Il faudrait peut-être que nous apprenions à ne plus aller en rang dispersé dans ce type de tournoi. Nous avons 2 équipes, je ne sais pas combien il y en aura prochainement, mais même si chaque coureur appartient à une team bien précise, il faudrait que les directeurs techniques des 2 équipes puissent à un moment donné s'accorder pour que le moment venu pendant la compétition, que les coureurs se mettent au service
du compatriote à ce moment-là, le mieux classé au classement général. Ça se fait ailleurs. Quand vous regardez le Tour de France, à un moment donné, certains coureurs d'une équipe font bloc avec d'autres, en fonction des intérêts des uns et des autres, mais font bloc. Donc il y a ce type d'alliance qui n'est pas, refusé, qui peuvent se faire pendant la compétition, pourvu que cela se fasse de la manière la plus saine qui soit. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas tricher sur un certain nombre de règlements. Donc, que les Camerounais apprennent à ne plus aller en rang spécial, qu'ils réussissent à faire bloc. Je pense que si les coureurs de l'équipe nationale, quoique moins compétitifs que ceux de la SNH, avaient quand même accompagné ceux de la SNH, il y a de fortes raisons, il y aurait eu de fortes chances que nous décrochions le maillot jaune. Parce que je le dis, en cyclisme, le nombre, c'est important. Oui. Or, nous avions 12 cyclistes sur au départ. Et avant la 6e étape, pendant laquelle le capitaine de la team Cameroun abandonne, il y avait, entre la première et cette 6e étape, justement, la possibilité d'accompagner Astus Stella, parce que visiblement, c'est celui qui s'est démarqué de tous. Et ce que Georges Rim évoque tout à l'heure est vraiment très pertinent, Sanders, parce qu'en plus de tous les éléments que j'ai présentés tout à l'heure, j'ai aussi l'impression que ces coureurs de l'équipe nationale ne maîtrisent pas vraiment, ne font pas la lecture de course. Parce que en dehors des consignes qui peuvent être données par le directeur sportif, parce que tous ces derniers-là, ils sont un peu automates, c'est-à-dire ils suivent toujours les consignes à chaque moment du directeur sportif. Pourtant, on sait bien la particularité de ce sport, la petite reine, le cyclisme. Il faut savoir, quand tous sont dans le peloton, par exemple les 12 coureurs de manière générale, quand tous sont dans un peloton, dès que quelqu'un essaie une échappée, il faut lever la tête pour savoir est-ce que celui-ci est vraiment, comment je vais dire, à avoir un impact sur nos performances. Quelle est sa position au niveau du classement général? Je vais prendre un exemple. Lorsque le maillot jaune tente une échappée, vous avez des coureurs de l'équipe nationale qui sont là, ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas. Et on sait bien ce que ça compte en cyclisme, même 30 secondes. Pour rattraper 30 secondes, c'est un travail collectif. Tu minimises 30 secondes, mais voilà. 30 secondes, c'est largement suffisant pour gagner une course. Je vous dis, passé. 5-3 secondes suffisent, sauf accident de parcours, chute, je ne sais pas moi, panne mécanique. 3 secondes, 5 secondes sont largement suffisantes pour gagner une compétition. Alors, comment se fait-il qu'on est le Cameroun? On organise une compétition chez nous. On connaît les enjeux liés à cette compétition-là. On sait ce qui nous attend en face. On va avec 2 équipes, l'équipe nationale du Cameroun et la SNH. On n'arrive pas à se coordonner. On n'arrive pas à faire bloc sur un certain nombre de coureurs qu'on sait être capable à même d'aller chercher les autres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a cette sorte de contradiction entre Camerounais? Oh ben, là, je ne saurais vous le dire, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais visiblement, il y aurait peut-être une sorte de mésentente entre la SNH et l'équipe. D'ailleurs, je ne la prends pas, je ne vous l'apprends pas, je dirais c'est plus introduit que moi dans les affaires de cyclisme. Il y a eu à un moment donné un problème entre la SNH et la Fédération camerounaise de cyclisme. À un moment donné, on refusait à certains cyclistes de la SNH de compétir sous le label de l'équipe nationale. Donc, ça s'explique que quand ils vont en compétition, c'est, comme on dit, chambre à part. C'est-à-dire la SNH d'un côté et l'équipe nationale de l'autre. Mais je dis, c'est bête que de fonctionner de la sorte. À un moment donné, il faudrait savoir reconnaître la valeur ou la force de l'autre. Oui, tout à fait. On dit généralement, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Alors, si il est établi qu'aujourd'hui, la meilleure équipe en matière de cyclisme au Cameroun, c'est la SNH, mais parvenue en compétition, que les autres travaillent pour la SNH, parce que au final, qui gagne? C'est le Cameroun. Certes, on va dire Astus Stella de la SNH, mais nationalité camerounaise. Quand l'hymne qui sera chanté, ce ne sera pas l'hymne de la SNH, c'est l'hymne du Cameroun. Et ce dernier va certainement revêtir le drapeau du Cameroun, pas celui de la SNH. Donc, il faudrait que les gens dépassionnent un certain nombre de choses et comprennent que lorsqu'il va de l'intérêt supérieur de la nation, qu'on taise les querelles, qu'on taise les égos et qu'on apprenne à se serrer les coudes. Oui, parce que, parce que il y a quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, l'échappée. On voit
coureur bulgare ou rwandais s'échapper. Sauf que derrière l'équipe nationale du Cameroun ou alors la nationale, bref, les gens ne suivent pas l'échappée. À croire qu'il n'y a pas une coordination qui gère ces équipes-là. Il n'y a pas eu un travail qui a été fait en aval. Quand les gars sont arrivés sur le terrain, on a eu l'impression à un moment donné que les gars découvraient même la compétition, découvraient les pistes, découvraient les chemins. Ça participe des jeux de stratégie et ça s'appelle en course contrôler le maillot jaune. La stratégie de course, c'est ça le terme technique. Hein, contrôler le maillot jaune. Tout faire pour que, non seulement, tout faire pour l'empêcher de prendre davantage d'avance sur les autres, mais pourquoi pas le contrer. C'est ça la technique, la stratégie de course. Pourquoi on n'arrive pas à le contrer? Pourquoi on n'a pas cette stratégie-là au Cameroun? Pourquoi on n'arrive pas à voir cela? C'est la 18e édition du Tour international du Cameroun, messieurs. Ce n'est pas la première, la deuxième, c'est la 18e. Et donc, un enfant qui a 18 ans, attendez, sérieux quand même, il est majeur. Donc, normalement, le Cameroun devrait déjà apprendre et puis le Cameroun devrait être reine ou bien... Aussi, je vous ai dit, tout ceci, c'est un état d'esprit, c'est une habitude dans les compétitions internationales. On va toujours arriver à ce point de chute-là. Ce coureur rwandais qui remporte la 18e édition du Grand Prix du Tour cycliste international du Cameroun, c'est le même qui remporte le Grand Prix Chantal Biya en 2020. Ce que les Camerounais ne connaissent pas. Donc, vous voyez que 2 ans plus tard, il récidive en remportant cette compétition. Encore que la dernière édition du Tour du Cameroun, il n'y avait pas de coureur rwandais. Le Rwandais n'était pas invité. Et on disait que le boulevard était vraiment ouvert pour le Cameroun. Et voilà ce qui s'est passé. Kamzo Abosolo a été sacré champion. Ce n'est pas pour remettre en cause la victoire de ce Clovis Kamzo Abosolo. Non, il a fortement mérité. Mais ce que je relève, c'est que tous ces coureurs qui ont été invités, comme Matig Sport, Club de la Défense, Rwanda, ce sont des équipes qui participent régulièrement à des compétitions internationales. Et quand vous voyez même le Tour du Rwanda, jusqu'à présent, un Camerounais n'a jamais réussi à remporter le Tour du Rwanda. Pourtant, ils y sont à chaque fois. Matic Sport, de son côté, il participe à des compétitions où le plateau technique s'élève à près de 250-300 coureurs. Ici, chez nous, nous avons 50. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a ce décalage qui existe entre ces derniers et les autres coureurs qui viennent de l'étranger. Encore que même le matériel technique, la qualité même du vélo. Toujours dans cette compétition, je parle de la qualité du vélo, je parle également de l'encadrement technique. Ce sont les mêmes personnes qui y sont depuis au moins une dizaine d'années. Sanders. Pendant que l'équipe du Cameroun, de son côté, essaie de se régénérer. On a vu comment la fédération a sollicité, a sélectionné 2 nouveaux joueurs pour cette compétition. Coureurs. C'est bon, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut donc, je pense qu'il faut revoir tout un système au niveau de cette sélection du Cameroun. Pour ne pas parler de la SNH, là c'est propre à eux. Là on parle du Cameroun parce que c'est une équipe nationale. Qui est le responsable technique? C'est M. Evouna, directeur technique depuis plusieurs années. C'est un grand monsieur du cyclisme, un passionné. Mais après, il faut passer le flambeau, Sanders. Il faut passer le flambeau. Il y a une édition où on a voulu donner la responsabilité de cet encadrement technique à Damien Tekou. Mais ça a créé des soulèvements dans l'environnement de la fédération. Et finalement, le président qui s'est vu un peu... comment je vais dire? Et tu sais pourquoi ça a créé ce tollé? On connaît. Voilà le fond du problème, Crossi Sanders. Voilà le fond du problème. Clovis Kamzo Abosolo, oui, c'est un ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun qui est parti plus tard à la SNH, qui a passé ses diplômes de commissaire de course en 2017 à Ouagadougou. Et il était major de sa promotion. Devant le commissaire de course UCI qui a été envoyé pour le Grand Prix Chantal Biya en 2020, le Burkinabé Ousmane Ouedraogo. Lui-même, quand il arrive au Cameroun, il est surpris de voir Damien Tekou, moto info du Tour. Pourtant, c'est un monsieur qu'on doit respecter. J'espère vraiment qu'il sera avec nous. Parce que c'est une icône dans le cyclisme camerounais. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec justement les sports dits mineurs au Cameroun, encore que le cyclisme n'est pas un sport mineur? On a l'impression que, je peux me tromper, mais on a l'impression qu'on se concentre beaucoup plus sur l'organisation de l'événement que sur la préparation des athlètes, la gestion des athlètes à affronter justement ces événements et à affronter les autres. Et donc le premier adversaire apparemment du Cameroun, c'est le Cameroun lui-même. Tout est dit. Quand tu dis le Cameroun, lui-même, il faut circonscrire à l'équipe, ou du moins à la fédération camerounaise de cyclisme, parce que la SNH, c'est plus professionnel que ça. Ouais. Je suis désolé. Et il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. La SNH est plus professionnelle. C'est pour ça qu'elle a toujours des problèmes avec la Fédération camerounaise de football, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle désapprouve dans le management de cette fédération pour ce qui est du cyclisme camerounais. Il vous a raconté une anecdote. Quand on a voulu nommer, je crois que c'était Damien Tekou, pourquoi ça fait tout ce tollé? Parce que la SNH.
Parce qu'il venait de là. Pourtant, il est passé par l'équipe nationale. Voilà. Donc, c'est ça le problème au Cameroun. Et de manière globale, ce n'est pas que dans le cyclisme, on a du mal à valoriser le talent. Visiblement, dans ces pays, quand tu es talentueux, tu déranges. J'ai comme l'impression qu'on se satisfait de faire avec les médiocres parce que le médiocre, on peut lui dire fais ci, il obéit, fais ci, il courbe les chines. Alors que celui qui a la ressource, la compétence, vous ne viendrez pas lui dire n'importe quoi, vous ne lui ferez pas avaler n'importe quelle couleuvre. Il vous dira à un moment donné non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Donc, moi, je pense que lorsqu'on sera parvenu à dépasser cette façon de faire, peu importe le secteur d'activité, ce pays a tout, j'ai dit tout, pour tutoyer les sommets. Et quand on écoute, par exemple, je reste parler, ceux qui gèrent, par exemple, l'athlétisme sont là depuis au moins 10 ans. Normalement, ce sont des professionnels. Ils devraient avoir une sorte de nivellement vers le haut. Mais sauf que derrière, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on constate? On voit justement que ce sont les mêmes démons qui sont là depuis au moins une vingtaine d'années. Enfin, depuis au moins 18 ans. Donc, rien n'a changé. Et c'est pareil, c'est pareil, Géris. Oui, je pense que c'est ce que je relevais tout à l'heure, mon cher Krusty Sanders. Je dis, c'est ce qui peut un peu désoler tous ces amoureux de la petite reine. Parce qu'aujourd'hui, le nom Cameroun retentit très fort dans le continent africain quand on parle justement de cette discipline. Mais pourquoi on n'arrive pas toujours à se surpasser, à réaliser justement de très belles performances? Il en va aussi de la stratégie, même de l'intérêt que nos dirigeants accordent à certaines compétitions sur l'aspect technique. Parce que pour ma petite expérience, j'ai souvent l'impression que les attentions sont plus portées sur l'organisation de la compétition. La discussion avec les différentes autorités pour les villes, étapes, Bagaté, Douala, Yaoundé, la rencontre avec les autorités locales, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Mais on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est l'athlète. Qu'est-ce que l'athlète fait, par exemple, à 2 mois d'un tour cycliste international du Cameroun? Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce que la fédération manque de moyens, par exemple, pour envoyer même en stage externe des coureurs de l'équipe nationale pour une période même de 1 mois préparatoire à ce Tour du Cameroun? Ça a déjà été fait, je me souviens bien. Il y a une fois où quelques coureurs avaient été envoyés à l'étranger et de retour, pour rentrer donc à Bécaye, il y a un qui s'est échappé. Vous voyez donc ce qui se passe. Parce qu'ici au Cameroun... Après, on comprend ce qui s'est passé dans la tête du coureur. Il se dit, bah, écoutez, moi j'arrive là-bas, je vais en stage, on m'offre des conditions telles que je peux m'épanouir dans mon métier. Et quand je sous-perce les deux, je me dis, si je rentre au pays là-bas, en fait, on va tomber dans les mêmes travers. Qu'est-ce que je fais? On parle souvent des footballeurs ici sur le plan local. C'est la même situation pour les cyclistes camerounais, Damien. La compétition est terminée. Où se trouve par exemple Nonawa Iwulia, SNH, je prends l'exemple de Bissa Badoja ou Kamden Fojo Jordan. Ils sont des messieurs par exemple qui se retrouvent les dimanches dans les rues de Yaoundé pour ceux qui sont dans les rues de Dola pour essayer de se retrouver et garder la forme. C'est que les footballeurs au quartier appellent le 2-0. C'est ce que les cyclistes camerounais font quand ils sont entre deux compétitions, quand il n'y a rien du tout. Mais ce qu'on oublie souvent, il faut anticiper dans la préparation des événements. La prochaine compétition internationale, c'est le Grand Prix, qui intervient généralement en octobre. Donc, sensiblement, nous sommes à 4 mois de cette compétition. C'est maintenant qu'il faut préparer cette compétition. Pas seulement au niveau de la fédération, même au niveau de ces athlètes-là. Il faut participer. Et je relève encore le fait qu'il n'existe pas tellement de compétitions nationales ici au Cameroun. On va attendre peut-être le lancement de la saison de la fédération qui va se disputer peut-être une fois en 1 mois. C'est tout ça qui freine justement le développement de cette petite... Le président de la Ligue régionale de cyclisme du littoral, M. Cuissy, annoncer un tournoi. Tout à fait. Un tournoi dont je préfère taire le nom parce que ce tournoi est adossé à une compagnie de cimenterie, cimenterie de la place. C'est dans les prochains mois. D'ailleurs, Damien est là, peut-être qu'il nous en dira un peu plus. D'accord. Et là, justement, sur le plateau, on a Damien Teko qui est arrivé. Moto, infoto, cycliste. Damien, bon après-midi. Bon après-midi. Comment tu vas? Assez bien, merci d'être présent sur ce plateau et c'est un plaisir pour moi d'être arrivé enfin. Oui, on sait quand même que vous êtes super occupé, vous n'étiez pas à Douala, vous êtes arrivé il y a quelques heures. Oui, je suis arrivé hier et je suis tombé sur beaucoup de boulot et beaucoup de sollicitations de manière professionnelle, mais j'avais déjà tenu à être présent et malgré le petit retard, mais je suis quand même là. Quand on s'appelle Damien Tekou, moto, infoto, cycliste, comment on se sent?
Ce n'est que la joie et un plaisir parce que après une longue carrière, presque d'une vingtaine d'années comme coureur à l'échelon international, et qu'aujourd'hui on soit arbitre et avoir la possibilité d'être à proximité des coureurs, parce qu'il faut rappeler que la moto info est la seule moto en dehors du cadre du direct qui a vraiment la possibilité d'être à côté des coureurs et pouvoir communiquer avec les coureurs, donner les écarts de temps au président du jury et à la radio tout, afin qu'à l'arrière, dans les véhicules des directeurs sportifs, on puisse être au courant de ce qui se passe dans le peloton ou à l'avant de la course. Donc pour moi, c'est toujours une joie toutefois que je saurais que je serai à proximité des coureurs. Ça me rappelle un peu la belle époque. D'abord, une question et puis on va aller écouter le ministre. Alors, Daniel, comment vous avez vécu, votre tour cyclisme, la 18e édition? Oui, Dieu merci, ça s'est bien terminé. On n'a pas eu d'incident majeur comme au dernier Grand Prix Chantal Biya où on avait eu un incident avec un coureur ivoirien. Pour dire qu'au moins de ce côté, en tant qu'ancien cycliste, c'est toujours une joie de savoir que tout le monde a pu retourner dans son pays, bien que la victoire n'a pas été camerounaise cette fois, mais pour moi, en tant que membre de l'organisation et commissaire, le plus important surtout souvent, c'est que tout le monde qui est arrivé puisse rentrer chez lui en santé. D'accord. Alors Damien, Giresse et puis Georges, je vous propose qu'on aille écouter monsieur professeur Narcisse Mouelé-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Il mettait le glas de fin de cette 18e édition du Tour cyclisme international du Cameroun. On écoute monsieur le ministre et puis on revient tout juste derrière pour débriefer de tout cela. Presiding over the prize award ceremony, we can imagine you are a happy man. Yes, I am very happy because the names are there and this very important competition is the testimony of the very high impetus of the head of state as far as the improvement of the level and the quality of organization of international competition in our country is concerned. Nous sommes particulièrement satisfaits de l'issue de cette compétition internationale. Comme vous le savez, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, et la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, le ministère des Sports et de l'Éducation physique soutient de manière substantielle de nombreuses compétitions internationales. En termes de préparation de nos athlètes à la participation de ces compétitions, en termes d'organisation de ces compétitions. S'agissant du Tour cycliste international qui s'achève aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les efforts financiers, les moyens et les ressources matérielles, techniques, logistiques mises à la disposition de la Fédération camerounaise de cyclisme par l'État ont permis l'organisation de cette compétition avec 9 équipes participantes ayant couvert 8 étapes et ceci sur 5 régions de notre pays, 5 régions sur 10, soit 3 grandes aires culturelles. Il me semble qu'il s'agit d'une prouesse qui fait en sorte que l'on peut véritablement parler d'un tour cycliste, d'un tour du Cameroun. Sur le plan des résultats sportifs, bien sûr, nous n'avons pas remporté le meilleur des lauréats, mais nos athlètes ont fait une fois de plus preuve de fighting spirit selon le vœu cher au président de la République. Nous nous réjouissons de ce que le Tour cycliste international du Cameroun apporte la preuve de ce que le Cameroun mérite une fois de plus sa réputation de centre d'excellence en matière d'événements réussis, de grands événements sportifs comme ce fut le cas. Pourquoi ne pas le rappeler tout récemment de la 33e édition de la CAN pour laquelle le Cameroun a remporté la palme d'or des meilleurs événements et en matière de marketing. Merci, bravo et félicitations aux coureurs, aux athlètes, au comité d'organisation, aux partenaires, Madame directeur général de Campel et le directeur général de la CRTV, qui a permis que cette compétition, cette merveilleuse épopée, soit vue et sue en mondovision, puisque comme cela a été souligné, c'est l'une des rares compétitions, sinon la seule en Afrique, qui
soient couvertes directement, et cela grâce à l'organisme public qu'est la CRTV, dont nous tenons à saluer le leadership du directeur général, M. Chardonnot. Merci, Excellence. Voilà donc, messieurs, la réaction du ministre de tutelle, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, après la fin de cet événement, 18e édition du Tour cyclisme international du Cameroun. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que le ministre a dit? Oui, effectivement, comme le ministre a dit, les moyens que le gouvernement a mis pour que cette compétition puisse être vraiment mise sur pied ont vraiment fait bon nombre de chemins. On a pu remarquer quand même cette année la présence jusque de 2 ambulances et même les structures d'hébergement dans la compétition. Beaucoup d'étrangers ne se sont pas trop plaints par rapport à l'autre édition. Donc, j'ose croire qu'une bonne partie de ces moyens ont été vraiment injectés dans l'organisation de la compétition. Quand j'ai écouté le ministre, je me rends compte qu'on parle beaucoup d'organisation et encore organisation. Et il a peut-être évoqué les athlètes une seule fois, où il a parlé du fighting spirit des athlètes, eu égard le rang qu'ils ont, la position qu'ils ont occupée, Giresse ou Georges. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a... on reste un peu sur notre fin là? Oui, sur le bilan sportif, oui, ouais. on reste sur notre fin, mais n'oubliez pas que l'UCI, je parle une fois de plus sous le contrôle de Damien, nous juge sur la qualité de l'organisation. Donc je peux comprendre qu'on priorise au niveau de l'organisation, sans pour autant dédouaner le peu d'intérêt, entre guillemets, qu'on met dans la préparation notamment de nos athlètes. Je pense que si on fait les deux de la même manière, le Cameroun s'en tirera encore plus grandi que lors de cette 18e édition du Tour du Cameroun. Donc c'est important, la préparation, il ne faut pas le négliger. Damien vient de vous le dire, on prend en compte un certain nombre de facteurs, l'hébergement, l'état des routes, bref, tout ce qui concourt à l'organisation d'un événement international. C'est ce sur quoi nous sommes jugés. N'oubliez pas qu'il fut un moment où l'UCI avait retiré le Tour du Cameroun de ses compétitions parce que l'organisation ayant été jugée bancale. Donc, je peux comprendre qu'on mette de l'intérêt à ce que désormais l'organisation soit optimale pour que le Tour du Cameroun reste dans le calendrier de l'UCI. Mais maintenant, il faut aussi penser à parfaire la préparation des athlètes, leur donner l'occasion d'être compétitifs en organisant localement déjà beaucoup de tournois. Je parlais d'un qui sera organisé dans les tout prochains jours, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que ce type de tournoi soit régulièrement organisé et qu'on prenne part aux compétitions assez régulièrement aussi, aux compétitions hors de nos frontières. Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, le Cameroun retrouvera ses lettres de noblesse dans la compétition. Oui, mais sauf que quand on parle de cette compétition, cet aspect organisationnel, ça n'implique pas l'aspect marketing. Je suis désolé parce que ce même ministre a évoqué pendant plus d'une minute la présence de quelques partenaires de cette 18e édition. L'UCI ne juge pas le Cameroun sur ce volet-là. Le branding, les animations diverses qu'on y retrouve à chaque arrivée et départ d'étape. L'UCI ne juge déjà au niveau de la qualité de l'hébergement des athlètes. Là, c'est très important. En dehors de cette qualité de l'hébergement, le timing même des étapes, c'est là qui est très important. Je pense que ça peut être un coefficient 5 sur les annotations de l'UCI. Parce que durant cette 18e édition, vous n'oubliez pas qu'il y a eu 2 étapes où on n'a pas respecté le timing. Je prends un exemple. Sous le contrôle de Damien Tekou, par exemple, pour une étape Douala, l'heure de départ, c'est 10h05. Finalement, c'est à 10h30 qu'on lance la course. Comment on peut arriver à cette situation? Et pas une fois, au moins 2 fois. Quand c'est 2, ça fait déjà beaucoup. Et justement, c'était l'une des analyses, comment je vais dire, ce qu'on pouvait classer dans le lot de flop de cette compétition, relevé également par le commissaire UCI qui était là, monsieur Kron. Donc, c'est pour vous dire que
vraiment, il faut essayer de prendre aussi la mesure, l'ampleur même de cette compétition. Je ne refuse pas que la fédération, en plus du budget alloué par l'État du Cameroun, doit également essayer de déboucher quelques partenaires pour relever l'organisation de cette compétition. C'est très important. Ils ont toujours besoin des moyens. Mais à quelle fin sont destinés ces moyens-là? Les athlètes doivent être prioritaires au niveau de la répartition des primes. Juste pour faire le parallèle avec le document de la FECAFOOT qui a été divulgué sur les réseaux sociaux. Combien coûte quelle est la prime d'un coureur de l'équipe nationale du Cameroun, par exemple, après cette 18e édition du Tour cycliste international du Cameroun? Si je vous révèle les chiffres, vous aurez honte. C'est terrible, mon cher Georges Rim. Pourtant, il y a des moyens, on parle des centaines de millions déjà par l'État, sans oublier également les partenaires qui sont présents. Le maillot jaune, c'est sous l'égide de la SNH Vélo Club. Vous connaissez le prix d'un maillot jaune dans une compétition internationale. On ne va pas parler du Tour de France, mais nous sommes au Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des millions de francs CFA. Sans oublier les maillots bleus de ce sponsor, le maillot blanc de notre partenaire. Il y a tellement de moyens. Maintenant, il faudrait que les athlètes, les coureurs, quand vous participez à ce genre de compétition, de retour à la maison, vous êtes au moins content de partager cette expérience avec votre famille. Nous y voilà, c'est la question que je voulais justement poser à Damien. Vous avez quand même, vous êtes athlète depuis au moins 20 ans. Ouais. Et vous êtes maintenant dans le Moto Info et Citra. La première question que moi j'ai envie de vous poser, est-ce que le cyclisme vous a nourri? Est-ce que le cyclisme camerounais nourrit son homme? Non, le cyclisme camerounais ne peut pas nourrir son homme, surtout c'est encore grave s'il n'est pas dans un club. Parce que moi j'ai quand même eu la chance de faire pratiquement 14 ans à la SNH avant de prendre ma retraite. Et même étant dans un club comme la SNH, je ne peux pas vous mentir que les revenus mensuels, avec le coût de la vie de nos jours, ne permettent plus à un cycliste de pouvoir s'en sortir. Bon, allons-y Damien, c'était combien? C'était pour les coureurs chevronnés, parce que là, il fallait être, je peux dire, la classe des meilleurs pour avoir 100 000 francs. Pour dire que les moins forts sont à 50 000. Donc, c'est en fonction de ton rang et de tes capacités que tu atteins le plafond qui n'a jamais dépassé 100 000 jusqu'à l'heure où je parle. Mais attends, là c'était avant, ne dites pas quand même qu'au sortir du Tour cyclisme international du Cameroun, le maillot jaune à 100 000. Non, non, ça c'est dans le cadre d'un club où le cyclisme peut-il nourrir son homme. Parce que si on doit seulement attendre le Tour du Cameroun ou le Grand Prix Chantal Biya pour pouvoir vivre, c'est pas possible. Pour dire que même étant dans un club, ce n'est pas déjà évident. Et maintenant, pendant les grandes compétitions de souveraineté, nous tous nous connaissons que la prime de participation, quand on représente le Cameroun à l'équipe nationale, c'est 500 000 francs. Mais dans ces 500 000 francs, il y a encore les taxes qu'on va retirer, il y a certains besoins personnels que la fédération ne met pas totalement à ta disposition pour être bien préparé dans ta valise, comme on dit, qui dit qu'à la fin, quand tu rentres d'un Tour du Cameroun, c'est à peine si tu as épargné dans tous ces 500 000, sans compter les taxes, même 200 000. Et tu as la famille, tu as les responsabilités de part et d'autre. Ce qui fait que au Cameroun, pour le moment, on ne peut pas dire que le cyclisme nourrit son homme. On se Damien, débrouille. J'ai envie de vous poser une question. Là. Je sais qu'il y a également des personnes au quartier qui veulent qu'on pose cette question. Mais vous dites, normalement, quand on représente le Cameroun, je veux dire à l'international, la prime c'est 500 000. OK? Maintenant, combien entre dans la poche du cycliste? Oui, approximativement dans les 400 et quelques, 425 ou 430 000. C'est ça qui rentre que le coureur décharge. Le reste, c'est les taxes. C'est les taxes. Ouais. C'est les taxes. Et puis, on a deux compétitions au Cameroun, le Tour international du Cameroun et le Grand Prix Chantal Biya. Et après ça, vous faites quoi? C'est le quartier, comme Jérès disait tout à l'heure, où ceux qui ne sont pas dans les clubs sont juste au 2-0 du samedi et du dimanche. Mais après, bon, en dehors de la ligue, de certaines ligues, en particulier celle du littoral, sans faire sa publicité, qui par moment organisent quand même des petites courses de temps à autre. Mais vraiment, sur les 10 régions du Cameroun, on a pratiquement trop de régions qui dorment. C'est vrai, on attend beaucoup de la fédération qui est au sommet, mais en Europe, moi je vais parler du cas de l'Europe, les régions qui font vivre plus le cyclisme. Parce que la Fédération française de cyclisme, même, en elle-même, elle organise des championnats, des compétitions, mais pour faire vraiment que le cyclisme se développe, c'est beaucoup plus dans les régions que les présidents de ligue doivent vraiment organiser, quitte à ce que dans ces régions-là, on puisse avoir des nouveaux talents, la détection, et après, la nationale puisse suivre le coup. Mais beaucoup de régions dorment dans ce pays, et c'est autant de choses qui
crée aussi vraiment la difficulté maintenant pour avoir des nouveaux talents. Parce que, sans revenir peut-être sur certains débats qui ont été dits, le cyclisme camerounais actuellement manque de fraîcheur. Clovis Kamzo et Arthur Stella sont déjà en train de partir parce que l'âge pèse déjà. Alors, Georges Rim, je vous sais être sensible dans un certain nombre de choses. Vous dites, l'autre jour on a parlé de ce cyclisme justement, ça fait quand même pas mal d'années que le cyclisme existe au Cameroun. La petite reine a été à un moment donné le sport flamboyant du Cameroun devant le football. On a pratiqué par le premier sportif. Et pratiqué par le premier sportif du Cameroun. Et on se retrouve avec un athlète international. Et quand il parle, on a l'impression que ces gars-là croupissent dans la dèche. On a l'impression que ces gars-là ne vivent pas de leur art. Nous sommes en 2022. Voilà le Tour cyclisme international du Cameroun. Voilà la 18e édition. Il y a le Tour cyclisme Chantal Biya qui arrive derrière. Et ces gars sont des cyclistes professionnels, mais qui vivent de tout, sauf de leur métier. Comment comprendre cela? Bon, pas professionnel. Je pense qu'il n'y a qu'une seule équipe qui est véritablement professionnelle. C'est la SNH, il vous l'a dit. Oui. Encore que. Quand vous êtes sociétaire de la SNH, et c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas le même revenu. Dans une équipe de football, Mbappé touche, vous savez, ce n'est pas le même salaire que, je ne sais pas moi qui, Kurzawa ou Ganago. Voilà. Donc, en fonction de vos performances individuelles, en fonction de ce que je vais appeler votre pédigré, vous touchez 100 000 francs à la SNH, d'autres vont toucher moins que cela. Mais ça, c'est la SNH. Le top du top. Voilà. Donc, si c'est comme ça là-bas, allez imaginer comment c'est ailleurs. C'est ailleurs. Donc, malheureusement, je suis au regret de le dire, il y a encore des sports mineurs au Cameroun. Contrairement à un certain discours qui veut nous faire croire qu'il n'y a pas de sport mineur au Cameroun. Non, il y a des sports mineurs au Cameroun. Le cyclisme, moi je me souviens, j'avais à peine 6-7 ans, quand je me plaçais le long des rues, à voir passer les Kono, les Soya, il connaît les noms mieux que moi. J'ai donné une tête de regretter mes mots. Exactement. Je ne sais pas si c'était mieux payé à cette époque qu'aujourd'hui, mais de toutes les façons, ça drainait des foules. C'est le seul sport, quoi qu'on dise, qui fait corps avec la masse, avec la population. Vous n'avez pas besoin de payer les tickets pour aller voir les cyclistes courir. Vous êtes là. Pour voir un match de football, il faut payer le ticket. On ira voir un match tout à l'heure, il faudra payer son ticket pour le voir. Le cyclisme, c'est l'un des rares sports ouverts au public. Et j'en appelle là à la responsabilité des partenaires. Voilà une discipline qui vous donne la possibilité de vous faire voir par tout un pays. Quand il dit gratuitement, ça dit que ceux-là ne payent pas pour voir vos produits. Vous pouvez les exposer où vous voulez. Le branding à large spectre d'action. Exactement. Alors que pour un match de football, pour voir le partenaire qui soutient un match de football, je suis obligé de payer. Si je n'ai pas, je n'irai pas voir. Donc, celui-là, je ne le connaîtrai peut-être jamais. Alors qu'avec le cyclisme, c'est différent. Et tel qu'on voit les choses s'amorcer, ce n'est pas demain la veille que ça va changer. On laisse mourir le cyclisme dans ce pays. Pourquoi? Il y a la possibilité pour tout le monde, je dis bien tout le monde, les partenaires, la fédération, les athlètes, de gagner beaucoup d'argent dans la pratique du cyclisme. Il faut simplement que les gens fassent montre de bonne volonté. C'est tout, c'est la volonté qui manque à certaines personnes pour que des messieurs comme Damien, heureusement, il s'est reconverti, il a eu l'intelligence de le faire, mais imaginez ce qu'il serait devenu une fois sa carrière terminée, à gagner 100 000 francs. Sincèrement, dans un pays comme le Cameroun, c'est pourquoi faire avec. Est-ce que le problème également ne réside pas dans le fait que, et là je m'adresse à Giresse, qu'on n'en parle pas assez, on ne voit pas comme les footballeurs qui montrent au créneau, vous avez évoqué tout à l'heure, cette histoire qui défile dans les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas parce qu'en réalité les cyclistes ne font pas bloc et ne parlent pas comme un seul homme des conditions terribles dans lesquelles ils vivent pour que les choses bougent? Je vais peut-être vous surprendre, Krusty Sanders. Je me souviens une année où ces cyclistes ont fait bloc. Je parle dessus le contrôle de Damien Teko. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans les coulisses,
il y a eu des dirigeants qui sont partis rencontrer certains coureurs qui se sont laissés emporter par de nombreuses promesses. Finalement, certains ont décidé de compétir et d'autres ont été carrément bannis de cette compétition internationale. Et Damien, je me souviens, faisait partie de cette génération-là. Donc il y a certains qui essaient de monter au créneau, mais quand vous regardez dans le passé ce que les aînés ont fait, est-ce que ces jeunes aujourd'hui qui ont par exemple 28, 29 ans pour certains de l'équipe nationale peuvent tenter de brancher quand, par exemple, un responsable des fédérations se met devant eux pour donner un discours par rapport à ces compétitions? Je ne pense pas. Il y a aussi des menaces, il faut le dire, il y a aussi des menaces. Et vraiment, je vous remercie beaucoup pour cette édition aujourd'hui parce qu'on parle vraiment du problème réel du cyclisme camerounais. Il y a des menaces. Vous ne participez pas à une compétition dans cette compétition. Dans cette condition, autant pour moi, vous ne serez plus jamais sélectionné en équipe nationale du Cameroun. Quand on vous tient ce genre de discours, étant un athlète, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne voulez pas dans un club professionnel. Qu'est-ce que vous allez faire? Après, vous êtes obligé de céder et d'aller compétir et de fermer la bouche. Aujourd'hui, Damien Tekou parle parce qu'il n'est plus membre de l'équipe nationale ni de SNH. Parce qu'à cette époque, il ne pourrait pas brancher. Aujourd'hui, il parle parce qu'il a un autre statut et il n'est pas tenu par ces dirigeants-là. Et d'ailleurs, je voulais poser, Damien, quand cette situation s'est produite, je sais que vous étiez à la fleur de l'âge, vous étiez un cyclisme en devenir. Comment est-ce que vous vous êtes comporté? Ça, c'est don de deux. Comment est-ce que vous avez géré ce moment-là, qui est une phase transitoire dans votre vie? Oui, ça n'a pas été facile parce que quand on est d'abord passionné de ce qu'on fait, c'est vrai, on a le besoin de pouvoir capitaliser ses efforts de manière financière, mais ce savoir retirer d'un tournoi, savoir qu'on sera à la maison pendant que les autres seront en train de courir, ça fait vraiment mal. Donc, par un moment, quand on est encore vraiment passionné, on veut vraiment exercer son métier, on ne peut qu'avoir mal de se voir refoulé comme ça par la hiérarchie. Et dans ce pays, nous n'allons pas nous voiler les yeux. Hein. Nos fédérations sont souvent complices de beaucoup de cadres au ministère, ce qui fait que l'athlète est facilement écrasé quand il n'a vraiment pas des arguments solides. Et même parfois, avec les arguments solides, c'est souvent difficile de pouvoir réclamer son dû. Parce qu'à ce moment-là, le problème avec la fédération, c'est qu'on avait décidé de demander à la fédération de prélever une partie dans l'argent des partenaires pour pouvoir compléter la prime que le ministère nous donnait déjà. Parce qu'on estimait que nous également, on méritait avoir quand même quelque chose dans l'argent que les sponsors viennent avec. Et c'est de là où tout le problème était parti. Donc, et jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais eu gain de cause. L'argent des partenaires n'est jamais injecté dans dans ce que le gouvernement camerounais met à la disposition des cyclistes. Bon, c'est comme ça que c'est parti comme ça dans les oubliettes. Oui, juste une parenthèse, comment vous avez géré ce moment-là? Vu que le cyclisme était votre métier de base, c'est-à-dire c'est ça qui vous nourrissait, vous, vos enfants, votre famille. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer cette étape, ce moment-là très compliqué, très difficile, vous en tant que cycliste international? Ça n'a pas été facile, il a fallu faire recours à ces petites économies. Et bon, j'avais encore la chance quand même que je faisais encore partie de la SNH pour dire que, étant mis à l'écart pour des raisons politiques, je veux dire parce que quand la fédération avait à ce moment-là trouvé que ce qu'on réclamait, c'était comme du désordre qu'on voulait amener au sein de la tanière et le club étant partenaire de la fédération, ne voulant pas être complice des agissements de certains athlètes, ils nous avaient carrément tourné le dos et ils ne se sont pas opposés au fait que la fédération réussisse à nous écarter de la sélection nationale, en fait des 12 qui devaient représenter le Cameroun. Et nous sommes restés au quartier à attendre juste le petit perdième à la fin du mois, pendant que les autres qui ont été, je peux dire, moins courageux que nous ont participé. Bien que cette année même là, on n'avait pas gagné, mais on avait réussi comme ça à nous refroidir au point que ce soit passé comme ça. Je voulais dire quelque chose et puis Georges. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect des primes et je me souviens de plusieurs événements concernant ces primes-là, mon cher Kosti Sanders. Est-ce que vous savez que les partenaires qui sont présents à chaque édition priment les meilleurs? C'est-à-dire, après chaque étape, le premier a une prime de 100 000 francs CFA. Il dit le premier après chaque étape, quelle que soit la nationalité. Et également le maillot qui récompensait le meilleur coureur de l'étape. Je pense que ce meilleur coureur a également une prime. Sans oublier le maillot jaune. Je me souviens, à la fin de cette édition, il y a eu une prime de 500 000 francs qui a été donnée à Moïse Mungisha, étant vainqueur de ce maillot jaune. Après, je me demande bien... Il y a même une prime pour le plus courageux, je crois.
Oui, pour la combativité. La combativité. Oui, exactement. Voilà. Il y a plusieurs primes. Et quand je regarde un peu toutes ces primes, si le maillot jaune du Tour cycliste de Cameroun gagne 500 000 francs CFA, mais vous voyez que c'est largement minable, cette somme. On ne sait pas aussi ce que la fédération donne pour récompenser le maillot jaune. Je poursuis avec ces primes pour relever que Damien a dit tout à l'heure que dans une équipe professionnelle de cyclisme, un coureur chevronné peut gagner mensuellement 100 000 francs. Et je vais vous faire une révélation, Crosti Sanders. En 2020, je participe à ce Grand Prix Chantal Biya, étant accrédité par la Fédération camerounaise de cyclisme. J'avais comme ration 5 000 francs par jour. Il y avait 7 étapes. Au total, on m'a versé les 25 000 francs qui représentaient les 7 étapes à raison de 5 000 par jour. Après la compétition, j'ai une prime de couverture qui s'élevait à 50 000 francs CFA. Donc si déjà moi, journaliste, ma prime s'élève à 50 000 francs CFA, mais est-ce que ça doit être la moitié reçue par un coureur de l'équipe nationale? Je pense que leur prime doit être doublement triplée, quadruplée même. Et quand vous écoutez Damien, vous avez froid au dos. Vous voyez que les fonds sont dispersés de manière, comment je vais dire ça? On ne tient pas compte justement de la représentativité de ces coureurs-là. Et en plus, on vous parlait des coureurs tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez ce que gagne un secrétaire général de la fédération après ce Tour du Cameroun? Vous connaissez sa prime? Mais les chiffres font fort au dos, Crosti Sanders. Il faut mettre en avant les coureurs. Qu'il soit de l'équipe nationale ou de la SNH, je pense que dans tout cet événement-là, c'est le coureur qui doit être en avant. Et quand vous l'écoutez, vous vous rendez compte que le coureur est seulement là pour récolter quelques miettes. Il y a tellement d'agents qui sont investis dans cette compétition, mais au niveau de la répartition, c'est un désordre total. Les dirigeants s'accaparent le plus gros bénéfice, pendant que les coureurs qui sont là, qui luttent sur le soleil et sur la pluie, il y avait des vélos qui ne sont même pas professionnels, comme certains coureurs de Rwandais et de la France qui arrivaient. J'ai eu une image où un coureur de l'équipe nationale était en train d'admirer le vélo d'un coureur du Club de la Défense de la France. Mais le problème est profond, Kousti. Donc c'est terrible ce qui se passe. J'espère vraiment qu'en écoutant cette émission, ces derniers vont essayer de se réveiller et confier au moins la responsabilité, l'honneur. Parce que même dans cette compétition, un monsieur comme Damien Tekou ne doit pas être comme Moto Info du tout. Je suis désolé. C'est un monsieur qui a la carrure, le potentiel pour occuper le poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Mais sauf que, voilà. Sauf que derrière, il a été dissident. Alors, et puis, ben voilà, Georges Ribe. Et quand on écoute ça, voilà Damien qui parle de cette situation que vivent les cyclistes, lui, il a parlé de son expérience, et on se rend compte qu'on a la peine à mettre le beignet sur son plat ou celui de ses enfants tous les jours, parce que la situation est alambiquée, compliquée, financièrement, ça ne va pas, il y a le chantage derrière. Il y a de quoi se poser quand même des questions. Est-ce qu'on est encore dans... Je vais taire l'expression. Vous pouvez me donner une seule discipline sportive où l'athlète vit de sa profession? Même au football, c'est pareil. L'actualité cette saison avec certains clubs qui ne payaient pas les salaires de leurs joueurs. Et combien même? Alors qu'à eux, on a remis de l'argent pour payer les salaires. Je ne suis pas sûr que dans le vélo, vous êtes subventionné, Damien. Non, du tout. Est-ce que la SNH reçoit des subventions de la Fédération camerounaise de cyclisme? Du tout. Je ne pense pas. Donc, il faut encore le problème... Il faut encore vérifier cela. Oui, bon. Mais vraiment, c'est pour ça que je l'ai interpellé. Je pense que ce n'est pas le cas de toutes les façons. Alors, quand on fait ce postulat, on n'est pas surpris que, même dans le cyclisme, qu'on vive ce genre de situation. Il n'y a pas une seule activité sportive qui place l'athlète au cœur de la chose. Bien au contraire, on profite de celui-là. Et lorsqu'il vous permet de gagner, de récolter les lauriers, vous l'oubliez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour rien qu'ailleurs, et puis on s'étonne, on est surpris, parfois même choqué d'apprendre que Kylian Mbappé va gagner, je ne sais pas moi combien de millions à la fin du mois. Ouais. Mais vous savez ce que Kylian Mbappé, lui, il vous fera gagner. Alors, comme on est conscient du potentiel qu'il a, de ce qu'il peut rapporter à tous les niveaux au club, mais on lui donne les moyens nécessaires pour qu'il continue à produire davantage. Pourquoi ici c'est le contraire? Pourquoi est-ce que ici c'est plutôt le chantage qu'on fait, sachant évidemment la pertinence ou le rôle que joue le footballeur ou l'athlète et la plus-value et l'argent qui fait entrer dans une entreprise? Pourquoi est-ce que malgré tout ça, malgré tout ce que vous venez de susciter là, eh ben, on soit toujours en train de faire le chantage à cette matière première-là? Et parce qu'on veut continuer à les infantiliser, c'est tout.
On veut continuer à exercer sur une certaine pression psychologique. On veut continuer à leur faire croire que c'est eux qui ont le plus besoin des autres et pas l'inverse, ce qui est archi faux. C'est les autres qui ont besoin de la tête. Sans cyclistes, il n'y a pas de fédération. Donc, le jour où les anciens coéquipiers ou collègues de Damien vont le comprendre, peut-être qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de choses vont commencer à changer. Dans le football, on a commencé à le comprendre. C'est pour ça qu'on ne blague pas avec les primes des Lions. C'est pour ça qu'on ne blague pas avec les primes des Lions. Parce que, et je me rappelle de la grève d'Alger, le tournoi d'Alger, ce qui avait valu à Samuel Eto'o fils d'être suspendu. Oui, mais parce qu'ils avaient décidé ce jour-là de dire, trop c'est trop, on ne joue pas. Ils n'avaient pas joué. Et la fédération camerounaise a été obligée de payer une forte amende à la fédération sœur algérienne. Sauf que dans le cadre du cyclisme, c'est différent. C'est pour ça que je dis, le jour où les cyclistes vont comprendre que c'est eux la matière grise, le jour où ils disent on ne court pas, il n'y aura pas de tour cycliste international au Cameroun. Sauf que on peut le faire sans le Cameroun. Non, je vais dire ceci. Oui. Je veux dire ceci. Vous imaginez une compétition comme celle-là organisée au Cameroun sans la participation du Cameroun lui-même? Non, ce n'est pas possible. L'UCI ne va jamais admettre ça. Je dis la vérité. C'est vrai. L'UCI n'acceptera jamais organiser une compétition internationale au Cameroun sans la participation du pays hôte. Voilà. Comment vous pouvez organiser une Coupe d'Afrique sans que vous-même vous n'y preniez pas? C'est vrai. Donc, si les cyclistes l'ont compris, oui, ils ont la possibilité, eux, d'exercer la pression ou bien de faire du chantage. Et puis, Damien, est-ce que vous avez l'impression, le sentiment que les choses quand même évoluent dans ce sens-ci, le sens où on reconnaît la valeur du cycliste et qu'on lui accorde justement tous les honneurs du restaurant. Et quand je parle de tous les honneurs, c'est-à-dire financièrement, en termes de respect de sa personne, qu'on lui fasse, on ne lui fait pas du chantage, quoique le chantage est propre à l'être humain. Est-ce que vous avez l'impression, vous, depuis que vous êtes passé de l'autre côté, que les choses évoluent, ou bien vous avez plus l'impression qu'en réalité, on est rentré des années en arrière? Ça s'empire même. Moi, je dirais que les choses sont... Je voulais entendre tout sauf ça. Actuellement, parce qu'à un moment donné, quand même, nous, on avait quand même la chance de faire même beaucoup de compétitions. On a pu atteindre un certain niveau parce que je me rappelle à une période de ma carrière, chaque année, j'étais autour du Faso, chaque année, j'étais autour du Sénégal, j'allais autour du Maroc, je faisais les championnats d'Afrique, mais depuis beaucoup d'années, le Cameroun ne participe plus aux championnats d'Afrique. Pour dire que ceux qui sont là aujourd'hui, peut-être n'ont pas la même méthode que les anciens avaient pour pouvoir générer les fonds pour permettre à ce qu'on participe. Et par rapport à revenir aussi sur le fait que les coureurs peuvent arrêter certaines choses, c'est très compliqué parce qu'on a des dirigeants aujourd'hui qui sont très intelligents dans le sens que, sachant que la Société nationale des hydrocarbures, sans trop faire de leur publicité, ne peut pas accepter d'entretenir des coureurs toute une saison et qu'à la dernière minute, on organise le Tour du Cameroun ou le Grand Chantal Biya, ils puissent s'associer avec ceux de l'équipe nationale pour dire que pas d'argent, pas de course. On a essayé à une époque, mais nous, dans notre club, on avait été menacés à un point qu'on était obligé de prendre le départ le matin pendant que nos autres frères de l'équipe nationale hésitaient encore à savoir comment est-ce qu'ils devaient faire. Pour dire que les fédérations, certaines fédérations savent que quand on tient déjà certains partenaires qui ont mis beaucoup d'argent, on sait déjà qu'avec les coureurs de cette société, on va faire la compétition. Même si les indépendants n'ont pas la volonté de participer, on peut les écarter. On sait qu'on va dire non, voilà ceux qui ont été patriotes. Parce qu'on sait que la société partenaire a beaucoup à gagner pour sa visibilité, pour les moyens qu'elle aurait mis, par exemple, pour sponsoriser le maillot jaune. Donc, du coup, c'est autant de choses qui compliquent un peu la possibilité aux cyclistes par rapport aux footballeurs de pouvoir dire non. Parce que dans nos compétitions en cyclisme, en dehors de l'équipe nationale, on a la possibilité d'aligner des clubs. Mais dans le cadre du football, par exemple, où on parlait tout à l'heure de l'époque où Samuel Eto'o a été suspendu, c'est parce que justement, là, ce n'était que l'équipe nationale et on n'a pas une possibilité en ce moment de les contourner. Mais chez nous, toutefois que ça serait ici, parfois même,
à l'étranger, si on sait que les gars de l'équipe nationale vont créer un mouvement, on va doter la compétition au club. On va dire non, que le club là aille représenter parce qu'on sait que avec argent ou pas, ils vont partir parce qu'ils ont des petits contrats qu'ils ont signés dans leur club et on a mieux le contrôle sur eux. Donc, et puis, moi, j'ai envie de poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que c'est parce que les gens qui sont en face, qui gèrent, sont intelligents. C'est la raison pour laquelle ça se passe comme ça se passe là. Mais comment être plus intelligent que les intelligents? Comment trouver la parade pour que tout le monde soit finalement gagnant-gagnant dans cette histoire? Parce que quels que soient les cas, on est dans un système où il y a des gens qui décident et vous marchez comme ils ont décidé. Ou alors vous vous cassez. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et ils ont leur revenu, comment on dit, ce qu'ils gagnent, qui doit arriver absolument dans leur poche. C'est-à-dire, un seul franc ne doit pas sauter. Maintenant, comment faire pour que et ceux-là gagnent et les cyclistes gagnent, pour que tout le monde soit gagnant-gagnant et que la vie soit la meilleure dans voilà. Moi, je pense que si dans nos fédérations, dans les régions, on mettait plus d'accent sur la possibilité de demander des formations pour nos cyclistes au centre mondial, par exemple, que ce soit en Afrique du Sud ou en Suisse, on aurait la possibilité d'avoir des coureurs qui s'expatrient, qui vont dans des pays où les conditions sont mieux rémunérées pour pouvoir permettre à un coureur de se sentir mieux. Parce que regardez aujourd'hui, nous voyons Moïse Mugisha remporter le Tour du Cameroun avec brio, parce que moi, ce que je dis, ce garçon nous a manqué du respect. Quelqu'un qui prend 5 minutes à la première étape à Douala, pendant qu'un Camerounais maillot jaune, et revient à son temps jusqu'à donner encore plus de 33 secondes à ce maillot jaune, ça veut dire qu'il était largement au-dessus de ces gars. C'est comme si on vous lance pour une course d'athlétisme, tu dis à quelqu'un qu'avance-toi 5 minutes, j'arrive. Donc c'est ce qui s'est passé pour dire que Moïse Mugisha et d'autres de cette équipe n'évoluent pas au Rwanda. Ils sont dans des clubs protoches en Afrique du Sud. Et tout ça parce que la fédération là-bas a eu la bonne intelligence de penser que chez nous, au Rwanda, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir payer franchement ces gars. Mais trouvons la possibilité de les vendre à l'extérieur. Ils évoluent dans des clubs qui ont des moyens. Quand maintenant, il y a des compétitions où l'équipe nationale doit être représentée, ils viennent. Et c'est comme ça que le pays progresse et on a des résultats. Mais s'il faut continuer à garder nos coureurs ici, attendre juste à moins 1 mois, au moins 2 mois pour les mettre en stage, ça ne pourra jamais suffire. Encore plus que ce soit au football, que ce soit en cyclisme, un athlète qui n'est pas compétitif, à un moment donné, il stagne, il ne progresse pas. Pour pouvoir évoluer après la préparation physique générale en début d'année, ce n'est que les compétitions qui permettent à ce qu'on puisse garder un niveau et progresser même en plus. Est-ce que là, il ne va pas se poser le problème des rétrocommissions et puis après, Georges de Chantage arrive derrière, on dit, bah, écoutez, c'est moi qui te positionne de ce côté-ci. Et donc, maintenant, moi, j'ai droit à tant nombre de pourcents dans ton contrat. Sinon, voilà, tu ne pars pas, je ne signe pas, je ne te libère pas et puis tu restes croupier à la maison, etc. Parce que là, c'est une solution parmi tant d'autres quand même qu'il propose. Le cas du Rwanda. Je préfère m'appesantir là-dessus plutôt que sur l'autre volet que tu as évoqué. Pour dire que oui, c'est une piste. Et c'est pour ça que j'insiste d'ailleurs en leur disant qu'il faut organiser les compétitions. Il y a un coureur, je crois, burundais, qui a gagné une étape dans une compétition, je ne sais plus si c'était en France, dernièrement. Le Rwandais, pas burundais. Le Rwandais, L'érythréen, voilà. Odiro, voilà, en Italie. Au Tour d'Italie. Il a gagné une étape. Où est-ce qu'on est allé le chercher? C'est en Érythrée. Comment est-ce qu'on l'a découvert? Parce que l'Érythrée a permis à ces coureurs de prendre part régulièrement à des compétitions dans lesquelles ils se sont illustrés. Donc celui-là, qui aujourd'hui est professionnel comme le footballeur peut l'être. C'est-à-dire qu'il est sociétaire d'un grand club. J'ai dit, il a pris part au Giro, qui est, après le Tour de France et la Vuelta, le 3e grand tour cycliste. Il a gagné une étape. Oui. Vous voulez vous vendre en gardant les athlètes à la maison? Ce n'est pas possible. Organiser les compétitions localement, qu'ils soient compétitifs, qu'ils participent à, bon, peut-être pas tout, mais aux grandes compétitions continentales. Et ils vont se faire découvrir. Parce que je le dis, on a la chance d'être un vivier de talent en tout. Et dans le cyclisme, il y en a. Voilà un sur ce plateau. Avant lui, il y en a eu.
On parle de Kamzon aujourd'hui. Artus Tella. Ouais. Mais il y en a comme ça partout. Il faut simplement leur donner la possibilité de montrer ce dont ils sont capables. Ce n'est pas après le tour du Cameroun, attendre le prochain tour international, la prochaine grande compétition, le Grand Prix cycliste Chantal Biya, et puis plus rien. Non, ce n'est pas possible. Alors Gérès, eh ben voilà, donc on vient de faire les états des lieux. On se rend compte que ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Être cycliste au Cameroun, c'est beaucoup de sacrifices, quelquefois au prix de sa vie. On se souvient, le coach qui était mort dans l'édition précédente, j'ai donné tête également, parce qu'il était également dans les rues du circuit. Et donc, une pensée pieuse pour lui qui est parti. Maintenant, comment, pour sortir, quel est le message qu'on peut adresser et à la fédération et au ministère? Est-ce que c'est organiser les états généraux du cyclisme, entre guillemets? Est-ce que c'est d'avoir un business plan qui permette ensuite que le cycliste soit une matière première qu'on envoie et qui génère les revenus, et pour la fédération, et pour le ministère, et pour l'État du Cameroun? Est-ce que Alors c'est une question très pertinente, mon cher Sanders. Vous savez, on a beaucoup relevé un peu quelques maladresses, quelques flops au niveau de l'organisation de la compétition. Mais j'aimerais relever également le fait que le Cameroun est entré dans l'histoire en remportant une étape à la Tropicale Lamissa Bongo. La Tropicale Lamissa Bongo qui est considérée comme la meilleure compétition de cyclisme sur le continent africain. Je me souviens très bien de cette époque. Les responsables de la fédération, au siège de la fédération, ont sabré justement de champagne pour célébrer justement cette victoire camerounaise qui est entrée dans l'histoire. Ouais. Là, ce sont des performances individuelles. Donc, c'est-à-dire, c'est un coureur qui connaît la situation ici au Cameroun, mais qui est resté comme un véritable don. Avec ce fighting spirit que redevait justement le ministre des Sports et de l'Éducation physique pour entrer dans l'histoire en remportant cette étape. Le premier coureur d'Afrique centrale d'ailleurs, qui remporte une étape à la Tropicale Lamissa Bongo. Voilà, pour poursuivre maintenant, en espérant que les dirigeants de la Fédération camerounaise de cyclisme nous écoutent et même les responsables du ministère des Sports, la réorganisation des fédérations sportives est véritablement urgente. Mon cher Sanders, ça fait longtemps. L'Olympiade a été dépassée depuis de nombreuses années. On a des responsables qui se sont succédés au ministère des Sports, qui ont fait des promesses, mais qui n'ont pas tenu à ces promesses. Je ne vais pas citer des noms, mais nous sommes déjà en 2022. On nous parlait qu'il y a le CHAN, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, mais la CAN est passée. Maintenant, certains diront qu'il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde va aussi passer en fin d'année. La Coupe d'Afrique viendra. La Coupe d'Afrique viendra jusqu'en juillet. Donc voilà la première chose qu'il faut faire, réorganiser les fédérations sportives au Cameroun à travers des élections transparentes. J'insiste sur ce mot, des élections transparentes. Parce qu'à un moment donné, quand vous voyez la situation actuelle, on se rend compte que le bureau actuel a beaucoup échoué. C'est vrai qu'il y a des victoires, il y a des réussites, mais il ne faut pas manquer de relever justement ces faiblesses-là, ces problèmes. Et quand le problème est profond, à un moment donné, il faut aussi que ces dirigeants aient l'amabilité et la reconnaissance de rendre le tablier après avoir passé plusieurs années à ces postes de responsabilité. Je vous ai dit, depuis au moins 2011-2012 que je suis le Tour du Cameroun, il y a les mêmes noms qui reviennent. Joseph Evouna, Bruno Eloumou, le secrétaire général, Onero est aussi le président. Mais il faut passer à autre chose, Sanders. Et dans la suite, la fédération doit aussi accepter tous ces problèmes-là et laisser justement évoluer ces coureurs camerounais. Il a relevé le fait que cet Érythréen a remporté une étape au Giro. Je vous dis aussi qu'il y a un coureur burkinabé qui a disputé les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Ce n'est pas sous le label du Burkina Faso. Avec une équipe de France, je pense, qui lui a permis justement de participer à cet événement international. Sans oublier aussi Joseph Areruya, le Rwandais qui évolue avec une équipe européenne. Donc, sur le continent, il y a des responsables qui ont compris qu'il faut laisser également ces coureurs aller chercher fortune ailleurs et pourquoi pas permettre au pays même de glaner encore plusieurs victoires dans des compétitions internationales. Donc le Cameroun doit commencer dans ce sens-là, libérer ces coureurs. Ils ne vont pas partir pour y rester. Non, revenir aussi dans les compétitions internationales pour montrer qu'ils ont appris, qu'ils ont évolué, qu'ils ont franchi un autre palier. Donc voilà un certain nombre de choses qu'il faut faire et mettre justement les moyens dans le stage des sélections nationales. Le Rwanda qui remporte le Tour du Cameroun, est-ce que le Rwanda connaît les étapes, les routes ici au Cameroun? Non. Ils ne viennent pas au Cameroun pour se préparer pour remporter la compétition. Donc c'est pour vous dire que pour préparer même ce Tour du Cameroun,
la sélection du Cameroun ou la SNH fait effectivement un stage en Érythrée ou au Rwanda, ça sortira justement de l'ordinaire. Ils seront dans des conditions différentes, avec une acclimatation différente, une vision différente du cyclisme. Et discuter aussi avec ces acteurs du cyclisme sur le continent africain. Parce que si vous allez me dire que pour remporter le Tour du Cameroun, il faut forcément se préparer sur le Cameroun, je dis non. Parce que ces étrangers qui viennent ici, ils remportent le Tour du Cameroun, le Grand Prix. Pourtant, ils ne connaissent même pas, ils ne maîtrisent même pas le circuit camerounais. Voilà, justement. Voilà. Alors, Damien, pour sortir, qu'est-ce que vous dites à tous les cyclistes, tous vos amis, aux gens de la Fédé, au ministère, etc., pour que justement le cycliste soit le plus à son aise, soit beaucoup plus pris au sérieux, et qu'il vive finalement de son métier qui est justement le cyclisme. Oui, sans toutefois tourner, le problème est vraiment aussi lié au fait qu'il y a des présidents des ligues qui ne travaillent pas. Vraiment, si ça doit bouger, avant qu'on puisse parler de cyclistes à l'échelon national, pour dire à l'équipe nationale, on doit avoir des gars qui sont déjà compétitifs dans les recoins du pays, qu'il y ait des compétitions dans les différentes ligues. Et pour ça, ça passe par justement le renouvellement de ceux qui, depuis plusieurs années, sont aux affaires, mais ne produisent aucun effort. Moi, je pense que la fédération en elle-même, avant d'arriver sur le président de la fédération, qu'on puisse déjà au niveau des ligues vraiment s'assurer que celui qui postule pour pouvoir gérer une ligue pourra atteindre vraiment un quota de compétition, je peux dire annuel, chaque saison, pour pouvoir se maintenir à la prochaine assemblée. Parce que tant qu'on va laisser les gens occuper des postes et sans avoir aucune pression, ce serait difficile pour qu'on ait des nouveaux talents. Et avant d'arriver plus haut, parce que je dis, avant même de pouvoir vendre nos cyclistes à l'étranger pour pouvoir mieux progresser, si les moyens, le moyen local ne nous permet pas de leur donner autant de possibilités d'être compétitifs, mais que vraiment, que ce soit le ministère, la fédération et le comité national olympique, qu'on mette vraiment plus l'accent sur la formation. Parce que l'Érythréen Jeremy Bignam a remporté une compétition en catégorie World Tour, qui est le sommet en cyclisme vraiment professionnel. C'est parce qu'il n'est pas resté en Érythrée. Il a fait ses preuves et sa fédération a fait des demandes à l'Union cycliste pour que ce jeune cycliste soit formé. Il a fait les écoles de cyclisme. Et tout ça, c'est gratuit. Ce sont les opportunités que l'Union cycliste offre à nos fédérations africaines. Mais tout, c'est une question de mentalité au niveau des secrétariats des différentes fédérations. C'est pour ça que quand on fait des bonnes plaidoiries, des bonnes demandes, que ce soit en Afrique du Sud, parce que dans le continent, on a aussi un centre de formation en Afrique du Sud et au Maroc. Donc même si ce n'est pas du côté de l'Europe, on peut envoyer nos cyclistes se former et participer à des compétitions dans les pays où les courses sont un peu plus présentes. Donc vraiment, c'est ce que je voulais apporter comme contribution pour que d'ici les prochaines années, qu'on puisse avoir une nouvelle génération de cyclistes. Qu'on ne soit plus un Cameroun qui compte uniquement sur Clovis Kamzo Abesolo. L'époque de Damien Tekou est passée. Maintenant, c'est une nouvelle génération. Bientôt, il faudrait qu'on songe aussi à l'après Kamzon, après l'après Artus Stella. D'accord. Ce n'est pas à ce moment qu'on va commencer à réfléchir. Donc, sans être long, je pense que nous devons penser à ça, que ce soit au ministère, que ce soit à la fédération, à mettre plus de pression dans les régions pour qu'on ait des nouveaux talents qui soient détectés afin de remplacer ceux qui sont actuellement au sommet national. D'accord. Alors, Damien, maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse à une autre actu, c'est le football. Je sais que vous sortez de l'Ouest. Et puis vous êtes là, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Vous savez, derrière, il y a un problème entre la Fédération camerounaise de football et évidemment la Ligue régionale de football de l'Ouest. Un problème qui est perdu depuis la première journée. Maintenant, ce clash-là a fait en sorte que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, se dirige du côté de l'Ouest où il a eu une réunion avec les dirigeants de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Je souhaiterais, messieurs, qu'on aille regarder et écouter le discours de Samuel Eto'o fils, là-bas justement, à la Ligue régionale, et puis après, que chacun se fasse une idée, son idée, et qu'on débriefe derrière tout ceci. On écoute. Ma grande première sortie officielle, j'ai voulu la faire chez moi. Il est vrai que ces derniers temps, il y a eu
beaucoup de bousculades dans notre belle région de l'Ouest. Mais vous savez, le temps de Dieu est celui-là qu'on ne bouscule pas. Je suis content parce que vous avez continué à faire confiance à ce projet que j'avais présenté à certains d'entre vous. Et pour ma part, il est important que l'Ouest Cameroun soit au centre et au cœur du développement du football camerounais. Je pense que quand j'étais beaucoup plus jeune, et c'est avec des larmes que je le dis, j'avais 5-6 clubs qui nous faisaient rêver, qui venaient de notre belle région de l'Ouest. Alors, cher président, moi, comme président, c'est déjà mon devoir de le faire, mais en tant que fils de cette région, je vais vous accompagner comme fils de cette région. Mais pour que nos clubs soient là où ils doivent être, il faut que ces clubs retrouvent la place qu'elles méritent. Tout est dans la tête, mais je ne peux plus jouer. Oui, mais vous avez un fils, vous avez un frère, et nous ferons tout pour que l'Ouest, comme nous avons toujours été, soit l'exemple même de ce renouveau du football que nous voulons. Il est vrai qu'en 5 mois et demi, les gens ont l'impression que nous sommes là depuis 20 ans. Tous ces résultats positifs, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre détermination. Et il est vrai que on a beaucoup couru, on ne dort pas beaucoup, mais je suis heureux parce que ce que nous avons réussi à faire en si peu de temps, nous avons montré que c'était possible depuis des années. Maintenant, nous n'allons pas nous arrêter là, nous irons beaucoup plus loin pour que le football camerounais soit à sa place et pour toujours. Comme je l'ai dit au Lyon, quand on vient porter le maillot de l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas pour gagner un match de football. Ce n'est pas ce qu'on attend des Lions. On attend des Lions qui gagnent des trophées. C'est ça les grandes équipes. Quand vous signez pour un club comme le Barça, on ne vous paye pas la prime de match. On vous paye la prime parce que vous gagnez le trophée à la fin de la saison. C'est ça les grands clubs. C'est pareil pour le Real Madrid. Et quand on veut penser comme ça, et pour moi, le Cameroun est ce qu'il y a de plus beau en Afrique et dans le monde. Il est inconcevable pour moi de penser autrement. J'ai grandi dans ces conditions, ça m'a formaté. Et c'est vers là où je veux. Je souhaite que les mentalités aillent vers là. Qu'on se dise que c'est possible. Parce que le seul fait qu'on se réveille chaque matin, c'est que Dieu nous a donné la possibilité de continuer à vivre. Alors ne gâchons pas ça. Tous ces résultats sont le fruit du travail ici que nous faisons. Parce que j'ai vu une belle opposition à Douala la dernière fois, président, entre nos joueurs locaux et les joueurs professionnels. Je peux vous dire qu'on n'était pas très loin. Le niveau était très très bon. Donc, chers collègues, rendons les populations de l'Ouest fiers de nous. Que nos clubs, que les joueurs aient envie, comme le sélectionneur à une époque était venu jouer à l'Ouest, une partie de sa carrière, que les gens se disent « Ah, pour devenir grand, il faut que je vienne jouer dans un club à l'Ouest. » Moi, comme le fils de cette belle région, je vais vous accompagner. Je vous remercie, Président, de m'accueillir chez nous. Et sachez que, comme fils de cette région, je vais bien vous regarder.
Et donc voilà, c'était Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui est allé à l'Ouest pour décanter un peu la situation. On sait que c'était chaud, c'était tendu entre la Ligue régionale de football de l'Ouest et la Fédération camerounaise de football. Il y avait deux personnes qui avaient d'ailleurs été suspendues, le président de la Ligue, François Kodem, qui avait été suspendu, et puis également le secrétaire général qui avait été élu, suspendu, et en place, on l'avait préféré Tabobda, que l'Africa Foot avait préféré. Et donc, ça avait chauffé, le championnat était bloqué de ce côté. Il a fallu donc décanter un peu tout ça, réchauffer le cœur des uns et des autres. Et donc, Samuel Eto'o est allé donc à l'Ouest. Il a raconté un peu tous les acteurs. Jérès. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, mon cher Sanders, Samuel Eto'o, ce n'est pas un dieu, non plus un messie. Mais c'est un responsable de la fédération, un président de la fédération camerounaise de football qui se soucie justement de ce football. Il est au four et au moulin, entre deux avions, entre deux voitures, pour être présent lorsque le besoin s'impose. Et cette fois-ci, il était urgent pour ce monsieur, après justement ce match du côté de la Tanzanie, d'aller dans cette région de l'Ouest pour essayer, dans un premier temps, de mettre un terme à ce séisme qui était en pleine éruption, ou à ce volcan, autant pour moi. Donc je pense que c'était de bonne guerre, cette sortie de Samuel Eto'o. Elle était d'ailleurs très attendue par rapport à tout ce qui s'est passé antérieurement. Et on voit que c'est au domicile de M. Feucheux, par ailleurs président de Djiko FC de Banjul, que cette réunion a eu lieu. Il ne s'agit pas d'une réunion secrète, Sanders, mais ce qui me désole un peu, c'est l'absence de Norbert François Kodem, autant pour moi, l'actuel président de la fédération, l'actuel président de la Ligue régionale de l'Ouest. Parce que tous les représentants de ces régions sont là, de ces ligues, autant pour moi. Les acteurs majeurs du football à l'Ouest sont présents, excepté François Kodem de la Ligue régionale de football de l'Ouest. On comprend donc que le torchon brûle véritablement entre ces deux personnes-là. Et quand un président de fédération fait le premier pas, en allant justement dans cette région, et c'est ce que vous étiez en train de relever la dernière fois, qui doit faire le premier pas pour mettre un terme à ce café Nao? C'est le président de la FECAFO qui est allé à l'Ouest pour rencontrer les dirigeants. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas la maîtrise si François Kodem a été convié à cet échange ou alors il a décidé volontairement de ne pas prendre part. C'est autant de choses. Je pense que l'image qui pouvait se dégager entre les deux personnes devait véritablement laisser penser que la pomme de discorde a été véritablement consommée et il y a plus vraiment l'âge de guerre a été véritablement enterré. Il n'y a plus donc de problème au niveau de la Ligue de l'Ouest. Mais son discours est quand même salutaire, Sanders. Il démontre une fois de plus qu'aucune région n'est abandonnée. Il veut réussir sa mandature à la FECAFOOT. Voilà le sentiment qui se dégage après avoir écouté justement Samuel Eto'o, avec un ton différent de celui des joueurs dans les vestiaires. Donc pour moi, c'est bien, mais ça ne doit pas s'arrêter au discours. Il y a eu quelques échanges avec, en interpellant certains dirigeants qui étaient présents. J'espère seulement qu'il ne s'arrêtera pas à cette descente sur le terrain, mais il faut manifester véritablement sa volonté de faire revenir l'ordre et la sérénité à la Ligue régionale de l'Ouest. D'accord. Alors Damien, quand vous voyez ça, vous qui sortez de l'Ouest, vous arrivez là, vous voyez ce problème-là, et puis Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui monte sur son cheval, il va à l'Ouest, il rencontre tous les acteurs, il dit, bon écoutez messieurs, enterrons la rage de guerre, c'est une nouvelle manière de penser, une nouvelle, arrêtons avec les querelles qui ne servent à rien. Vous vous dites quoi? Que finalement, Eto'o fils, c'est la meilleure personne au meilleur endroit. C'était de bonne loi qu'il aille là-bas voir ces présidents-là et que, voilà, finalement, le football remette la balle au centre? Oui, moi je dirais que c'était vraiment ce qu'il fallait et c'est ce qui manque dans beaucoup d'autres disciplines parce que depuis que Samuel Eto'o a pris la tête de la fédération, nous voyons vraiment beaucoup de changements. Et dans le cyclisme particulièrement, c'est même un rêve que dans les années à venir, le président soit un ancien coureur parce qu'il connaît mieux les difficultés des footballeurs ou des cyclistes, si c'est le cas du cyclisme, et saurait mieux les défendre. Pour revenir toujours au cyclisme, si on avait aussi des présidents qui pouvaient aller dans les régions comme ça quand il y a des soucis, je pense que ça pouvait relancer les compétitions dans ces régions-là également parce que quand on a des présidents qui éluent domicile uniquement à Yaoundé et qui ne gèrent que la fédération à partir de Yaoundé, pour moi je pense qu'il y a problème. Donc
dans le cas présent avec ce que le président de la FECAFOOT a posé comme acte, nonobstant tout ce qui a pu se passer entre lui ou entre la fédération et le président actuellement élu, je pense qu'il était de bon ton qu'il soit présent pour pouvoir vraiment permettre que le football, que l'activité reprenne dans cette région. Parce que pour ça, c'est une très grande région qui a toujours connu beaucoup de talent dans le football camerounais. Donc moi, je tiens un coup de chapeau. J'aimerais vraiment qu'on ait toujours des présidents qui peuvent aller vers les régions, vers les départements même pour pouvoir s'enquérir de la situation et de mieux organiser les choses pour le bien des athlètes. Parce que tous ces administrateurs sont là à la tête de ces fédérations, de ces régions ou de ces départements parce qu'il y a des athlètes. Mais quand il n'y a pas d'athlètes, le mouvement il est mort. Donc moi je pense que ce que je viens de voir sur cet acte posé par le président de la FECAFOOT, c'est vraiment un acte salutaire. Et donc, finalement, on souhaite, que les choses se décantent définitivement et que le football à l'Ouest revienne sur les stades, sur le terrain, et qu'on amorce finalement ce championnat, parce qu'il faut le rappeler, hein, c'est coincé à la première journée au niveau régional. Et donc, ce n'est pas évident pour les footballeurs, ce n'est pas évident pour les athlètes, ce n'est pas évident également pour le public sportif du côté de l'Ouest qui voudrait vivre le football et arrêter avec ces guerres en un point fini qui ne servent à personne ou qui servent à tout le monde sauf au football. C'est ce que je relevais tout à l'heure, Sanders, dans mes propos antérieurs. C'est-à-dire, les discours de Samuel Eto'o sont très bons. Ils sont d'ailleurs très louables, mais il ne faut pas s'arrêter à ces discours-là. Voilà. Il faut une continuité sur le terrain, parce que la saison est carrément bloquée dans la Ligue régionale de l'Ouest, parce qu'il y a certains individus qui ont décidé que les choses ne doivent pas avancer. Et vous voyez donc la descente sur le terrain du président de la FECAFOOT, c'est pour transparaître justement ce message, transmettre ce message. La région de l'Ouest est une région phare du football camerounais. D'ailleurs, plusieurs des internationaux camerounais sont originaires de cette région. Est-ce qu'eux-mêmes de leur côté seront contents si au littoral ça se joue, au centre ça se joue, mais à l'Ouest ça ne se joue pas. C'est ce qui est regrettable. On tend déjà vers la fin de saison. Que vont devenir ces clubs de la Ligue régionale de l'Ouest quand on sait qu'à la fin de saison, il y a ce tournoi Interpol qui permet à chaque région d'envoyer son représentant et d'avoir la possibilité d'accéder à MTN Edit Tour à partir de ce tournoi Interpol. Qu'est-ce qui se passera avec la Ligue de l'Ouest? Voilà autant d'interrogations qu'on peut se poser. Donc, il est urgent pour ces acteurs de se réunir et de mettre un peu d'eau dans leur vin après ces descentes sur le terrain de Samuel Eto'o pour essayer de relancer véritablement les activités. Et j'espère que le message est passé du côté de François Kouidem. On l'espère également, de toutes les façons. Messieurs, je pense qu'on va mettre la clé sous le paillasson. Damien, merci beaucoup d'être passé parmi nous. Merci également, c'est un plaisir et toutefois que j'aurai cet honneur d'être invité, je me battrai toujours pour être présent, pour qu'on parle de cyclisme parce que moi, en dehors d'avoir pratiqué le vélo, je reste un passionné du cyclisme et je continue à faire du vélo dans les rues de Douala avec des vétérans, question de faire continuer à vivre ma passion à travers le cyclisme, sport, santé, loisirs. En tout cas, vous êtes ici, chez vous, vous venez quand vous voulez. Alors, Gérès, merci beaucoup de votre participation dans cette émission. Oui, c'est moi qui vous remercie, Kosti. Surtout qu'on a parlé de la petite reine. Oui, on a parlé de la petite reine avec tous ces problèmes que nous connaissons. Oui. Donc, je pense que tous les téléspectateurs qui nous ont suivis sont vraiment servis en termes d'analyse après cette 18e édition du Tour du Cameroun et également la descente sur le terrain de Samuel Eto'o dans la Ligue régionale de l'Ouest. Merci beaucoup à vous et bonne continuation à la messe du sport. Merci beaucoup, merci de tout, merci pour tout. Portez-vous bien. Juste pour rappeler aux téléspectateurs que tout à l'heure, on va revenir parce qu'il y a le match entre les Lions indoptables du Cameroun et les Sénégalais. Ce match va se jouer à 18 h au stade de la réunification de Douala. Bépanda, on va revenir avec une édition plutôt spéciale. Portez-vous bien et comme on dit, à tout à l'heure. Au revoir. On sort pas vous, Basile. Rapidement, en 2 minutes. Oui, il faut dire que ce problème de saluté, ça relève de la compétence de la mairie.
Mais il ne faut pas aussi dédouaner les populations parce que nous sommes ici dans le cadre de la sensibilisation. Il est important de sensibiliser les populations aussi, de ne pas, n'est-ce pas, se livrer à ce Il faut les discipliner à un moment donné lorsque les populations ne marchent pas. Il y a quand même quelqu'un qui tient le bâton du commandement et qui dit voilà comment je veux que nous puissions tous aller. C'est là où on demande où sont ces maires si ce n'est dans leur véhicule. C'est là où le rôle de la police municipale, notamment, qui est chargé, n'est-ce pas, d'implémenter les décisions, les arrêtés communaux qui doivent, n'est-ce pas, être implémentés. Parce que cela relève aussi, n'est-ce pas, de la force, en fait, de l'exécutif. Parce que c'est l'exécutif qui doit mettre en branle, n'est-ce pas, la police municipale pour résoudre ce genre de problème. Donc, qui va, n'est-ce pas, dans le cadre de la sensibilisation. Il faut aller dans ce marché, sensibiliser les populations sur le fait de jeter les produits plastiques un peu de partout. Parce que les populations doivent être informées de ce que c'est interdit. C'est interdit et il y a une amende, en principe, il y a une amende lorsque tu causes une insalubrité dans une zone, il y a une amende qui normalement tu devrais payer. Merci beaucoup, Basile et Togo. Alors, un dernier mot, hein, docteur. Oui, en une minute, je voudrais dire ici que, n'est-ce pas, dans les pays développés, il faut aussi prendre des bons exemples. Je prends le cas de la France, où il y a des marchés forains. On dit les marchés s'installent, n'est-ce pas, dans des rues. On dit par exemple mercredi et samedi. Et c'est de 8h jusqu'à midi 13h. Et à la fin du marché, les gens rebroussent vraiment, remballent tous leurs effets et on lave vraiment la chaussée, ce qui fait que 2-3 heures de temps après, il n'y a plus vraiment une trace de salissure. Il faudrait qu'on pense déjà à construire des marchés. Ça peut également être des objectifs. On dit, bon, mais sur 5 ans, on commence cette première partie, cette année, deuxième année. On ne peut pas continuer à évoluer comme ça dans la boue, comme ce que nous voyons à Yaoundé, à Fumban, à Konsamba, à Douala, un peu partout. Merci beaucoup, docteur Nondou. Je rappelle d'ailleurs, docteur Nondou, docteur Jean Nondou est expert judiciaire en management, juriste d'entreprise, expert en communication publique. Il est également écrivain, docteur Nondou, notre consultant. Merci beaucoup, docteur, d'être arrivé là ce soir. Basile de Togo était également la juriste, expert en développement local, notre consultant aussi. Basile, merci d'être également arrivé là ce soir pour cette édition. Merci à Titi Baquet que je vois devant moi. Merci d'ailleurs à toutes ces équipes techniques et rédactionnelles. La grande artillerie qui a été bel et bien dirigée ce soir par Pauline Na, qui assurait la réalisation aux côtés de qui on peut voir un certain Simo. Merci à Janvier et bien sûr mon ami Osseni, la grande artillerie qui a été détachée pour regard sur les communes. Madame, Monsieur, retrouvez ces programmes en rediffusion tout le week-end. Et moi, je vous retrouve certainement mercredi prochain pour une autre édition de Regards sur les communes. Et nous invitons beaucoup les maires et tout ce qui les suit à nous suivre car nous avons beaucoup à leur dire. D'ici là, portez-vous bien.